Il est 19h30 partout au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et merci de prendre le rendez-vous de cette session de l'information. En voici les titres. À l'orée des scrutins de 2026, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication engage les journalistes dans une préparation active. La RAC a organisé une session de formation avec l'appui de la Fondation Hirondelle, partenaire de France Média Monde et de RFI. Regarder un film en famille, suivre un documentaire ou simplement rire devant un dessin animé, la télévision peut sembler inoffensive, voire éducative, mais en période scolaire, l'enfant est-il autorisé à suivre la télévision? La réponse dans un instant. À la page inter, au Malawi, l'ex-président Peter Mutharika est en tête des élections présidentielles du 16 septembre. Il aurait obtenu environ 51% des suffrages dans 9 des 36 conseils municipaux du pays. À quelques mois des élections générales de 2026, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin, en partenariat avec France Média Monde et Radio France Internationale, a lancé une formation sur le traitement de l'information en période électorale. Elle a démarré ce lundi à Cotonou, suivant le reportage. Alors que la marche politique pour 2026 approche à grands pas, les médias béninois se retrouvent en position de proue. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, en partenariat avec la Fondation Hirondelle, mandatée par France Média Monde et Radio France Internationale, a lancé ce lundi 22 septembre 2025 une session de formation dédiée aux professionnels des médias. L'objectif étant de renforcer la capacité des journalistes afin de garantir une couverture électorale rigoureuse et professionnelle. Il est donc de notre devoir en tant qu'organe de régulation de créer les conditions propices à l'exercice d'un journalisme professionnel, éthique et responsable. C'est dans cet esprit que s'inscrit cette session de formation conçue comme un espace d'échange, de renforcement de capacités et de réflexion sur les normes, les obligations et les responsabilités qui s'imposent à tous les acteurs de la chaîne de l'information en période électorale. Le paysage médiatique, aujourd'hui plus que diversifié et plus instantané que jamais, est à la fois une richesse et un défi. Richesse car il permet la pluralité des voix et l'accessibilité de l'information. Défi car il appelle à une vigilance accrue face au risque de manipulation, de désinformation ou de polarisation du discours public. Dans ce contexte, la mission du journaliste prend toute sa dimension citoyenne. Il ne s'agit pas seulement de relayer des faits, mais de les contextualiser, de les vérifier, de les confronter et surtout de les restituer dans le respect des principes de neutralité, d'équité et de responsabilité. C'est dire combien votre rôle est central et c'est pourquoi le président de la HAC vous encourage, à travers cette formation, à revisiter les fondamentaux du métier, à maîtriser les dispositions légales en vigueur et à intégrer pleinement les exigences du traitement équilibre de l'information en période électorale. Ces sessions de formation seront animées par Magali Lagrange, journaliste au service Afrique de RFI. Plusieurs thématiques seront abordées au cours des dites sessions. On va travailler beaucoup sur les questions d'équilibre, de déontologie, de gestion des pressions politiques aussi en ces périodes qui sont un peu particulières pour nous journalistes, pour nous tous. Ça va être plutôt qu'une formation, un échange, que chacun puisse dire quelles difficultés il rencontre, qu'on essaye de réfléchir ensemble à la meilleure façon de gérer ces choses-là. Moi, je suis là pour essayer de faire vraiment un échange avec eux, de réfléchir ensemble. C'est vraiment plus ça l'idée. Une aubaine, selon les acteurs des médias qui y prennent part. Nous, les 24 journalistes choisis pour suivre cette formation est une bonne chose. Et je crois que concrètement, moi je suis très ému, puisque si nous avons choisi, c'est pour que nous puissions préparer
qu'on appelle les élections à venir. En tant que journaliste, nous devons revisiter qu'on appelle notre déontologie. Et vous savez que les élections, c'est normal, c'est un jeu, mais aujourd'hui, quand les partis s'affrontent, il faut être outillé pour pouvoir vraiment faire qu'on appelle l'impartialité et aussi donner la parole à chaque journaliste, à chaque qu'on appelle à chaque candidat selon les normes. Nous, en tant que journalistes, et dès retour dans nos organes de presse, qu'est-ce qu'il faut faire avec les autres collègues qui ne sont pas venus? Il faut quand même leur donner qu'on appelle leur donner quand même ce qui se passe, ce qui s'est passé ici, pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un cycle de 2 ateliers, chacun d'une durée de 5 jours, qui a réuni 24 journalistes issus des radios partenaires de RFI au Bénin, dont 22 venus de l'intérieur du pays. Bientôt les élections générales de 2026, le rôle des confessions religieuses s'avère indispensable pour la préservation de la paix. Quel est le rôle des leaders religieux en tant qu'observateurs? La réponse avec Joël Ataï-Gedegbe, expert en gouvernance. Les informations recueillies, on doit pouvoir justifier tout ce qu'on dit, les méthodes utilisées, notamment d'un point de vue statistique, se doivent d'être mises sur la table pour qu'on apprécie l'exactitude, l'exhaustivité de ce qui est affirmé, de ce dont on tire quelques conclusions et recommandations, d'autant que, au fond, une observation a pour but d'aider le processus électoral à s'améliorer, à noter ce qui n'a pas été et d'y remédier chemin faisant, parfois immédiatement en situation, mais bien souvent au terme de l'évaluation du processus électoral dans son ensemble. Et pendant qu'on fait ça, il y a quand même les électeurs, il y a les candidats qui sont également des parties prenantes et auxquels il faut donner confiance. Par sa crédibilité, par la fiabilité de l'organisation elle-même. Et tant que on ne s'impose pas d'être aussi professionnel que ce soit dans l'engagement à observer, tant qu'on ne s'impose pas d'être absolument neutre et même de se prémunir indépendamment, en termes d'indépendance par rapport aux uns aux autres, et on manque de crédibilité, on manque même de pouvoir accéder à certaines sources. Or, l'observation suppose qu'on ait la possibilité de regarder, d'observer, de fouiller, et avec le consentement des autorités électorales, mais également des parties prenantes. On doit pouvoir aller au contact des candidats, des partis, et pour recueillir leurs propres observations, leurs réserves, leurs inquiétudes, et chemin faisant, et aider les uns les autres, les rassurer, et par sa présence on peut aider, on peut contribuer, voulais-je dire, à réduire les velléités de fraude, de non-application de la loi. Parfois, les irrégularités qu'on relève dans les processus électoraux sont le fait de la méconnaissance, de la non-maîtrise des prescriptions légales. Donc, c'est souvent à l'observation indépendante de relever cela et de le porter à l'attention des décideurs, notamment des organisateurs des élections et des autres parties prenantes, pour qu'on améliore les processus, pour que pendant qu'on y est, les électeurs aient confiance, aient foi dans le processus électoral qui permet de décider des élus qui vont gérer, animer nos institutions. Donc c'est essentiellement ça l'enjeu de l'observation électorale. Et par rapport à la cible qui est faite de leaders religieux, il va de soi que cette cible a une autorité naturelle et peut même éventuellement jouer un rôle de médiateur. Mais on ne joue pas un rôle de médiateur si on n'est pas crédible, si on n'a pas pris soin de se documenter, de s'informer. Et c'est parce qu'on a pu observer la plus grande neutralité, la plus grande réserve, et qu'on a manqué et qu'on s'est imposé de ne pas s'ingérer indûment dans la gestion de l'élection. C'est parce qu'on a pu faire tout ça qu'éventuellement on peut être un recours. Donc c'est
personnalités religieuses qui sont déjà des leaders communautaires, des leaders au niveau de leur confession, seraient à même de jouer éventuellement un rôle de médiateur. Et donc, ça suppose qu'il n'y ait pas de prise de position intempestive, qu'il n'y ait pas de déclaration anarchique. Une observation, c'est une organisation, c'est une discipline, c'est une structuration de la communication. La prise de parole ne se fait pas n'importe comment, elle doit être documentée, disciplinée, planifiée à travers des outils qu'on appelle généralement les déclarations, les communiqués et les rapports intérimaires. Et dans le reste de l'actualité, à l'heure où les élèves ont repris le chemin de l'école, faut-il laisser les enfants regarder la télévision pendant l'année scolaire? Entre apprentissage, concentration et loisirs, les écrans s'imposent dans le quotidien des plus jeunes, parfois au détriment des devoirs, suivant le reportage. La télévision, ce canal d'éducation et de divertissement, fait partie intégrante de l'univers des apprenants. Ce petit écran, qui occupe une place importante dans certains ménages, représente un danger pour les apprenants. La télévision a une grande influence sur les enfants pendant l'année scolaire, d'où le refus catégorique de certains parents d'en autoriser l'accès en cours de semaine. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Et la télévision, et ça distrait nos enfants. Et on ne peut pas leur demander de suivre les films, les feuilletons, en même temps attendre qu'ils donnent un bon résultat pendant l'année scolaire. C'est pas possible. Chez moi, par exemple, tous les vendredis, ils récupéraient leur portable. Et les lundis matins, systématiquement avant d'aller au cours, ils déposaient leur portable avant de partir. Donc tous les dimanches soirs, nous, on récupérait la carte du décodeur. Et donc il n'y a pas de film, il n'y a rien, il n'y a pas de télé. Ça c'est une erreur parce que d'abord la pension ça coûte cher. Et laisser les enfants à la télé, ça veut dire qu'il ne faut pas leur permettre d'étudier. Et quand ils n'étudient pas, vous devez vous attendre à un résultat catastrophique à la fin de l'année. Donc généralement, la majorité des parents qui sont consciencieux, bien entendu, à la rentrée, on supprime les abonnements et tout. Et tout le monde se prive de télé. Mais pendant l'année scolaire, il n'y a pas ça. Il faut étudier. Il faut étudier et c'est comme ça que moi j'ai fait à la maison. Mais cet argument est battu en brèche par certains qui pensent qu'on peut bien concilier études et distraction. Je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient, à mon avis, sur le fait que les enfants regardent la télévision en pleine année scolaire. Il y a justement des programmes que les enfants peuvent regarder. C'est vrai qu'on doit aller à l'école, ils doivent se concentrer sur les cours en classe, mais en même temps, ils doivent se cultiver. Ils doivent avoir de la culture générale. Ça ne sert à rien d'envoyer un enfant à l'école et qu'il ne puisse pas s'exprimer convenablement. Selon l'avis de l'expert en éducation, il est bien possible que l'apprenant concilie la télévision et les études. Le tout dépend de l'usage qu'on en fait et de la place qu'on lui donne. En fait, en pleine année scolaire, la priorité est d'abord donnée aux études, à faire ces exercices. Et maintenant, on peut toujours, en guise d'accompagnement et de récompense même, demander, donc, n'est-ce pas, aux apprenants, demander aux enfants, finissez vos exercices et puis vous pourrez aller suivre votre émission favorite. Vous voyez, un peu comme ça, ça fait un genre de conditionnement qui peut donc, n'est-ce pas, les stimuler. Mais si nous coupons systématiquement, ils peuvent, par cette frustration-là même, être à l'exercice, mais sans véritablement se concentrer pour faire l'exercice. Donc, il faut plutôt conditionner et dire, finis tes devoirs, finis tes travaux ménagers et tu pourras donc aller suivre la télévision. Donc, c'est une question d'effort de management, mais on ne peut en aucun moment laisser les enfants être plus calés à la télévision que dans leurs devoirs, dans leurs exercices, dans leur apprentissage de leurs leçons. Non, ce n'est pas possible. Mais on peut quand même leur donner de courtes séquences, de moments ponctuels dans la journée
S'ils ont des émissions favoris, on leur laisse le temps, donc n'est-ce pas, qu'il faut. Et quand on a la garantie qu'ils ont fini de faire leur devoir de maison, leur devoir exercice donné à l'école, on peut leur donner donc, n'est-ce pas, 1 heure, 2 heures à la télévision. Ils peuvent être amenés à faire donc des excès, des exagérations et rester à la télévision jusqu'à des heures indues. Surtout qu'on privilégie juste les émissions qu'ils aiment et qui ne sont pas de nature à les impacter négativement. Suivre la télévision est un passe-temps favori chez les enfants. Par ailleurs, les programmes, qu'ils soient éducatifs, ludiques, permettent à l'enfant de découvrir de nouvelles choses. Cependant, il faut y mettre des principes en vue d'éviter les dérives. En interactualité, les Guinéens étaient appelés à voter pour ou contre une nouvelle constitution ce dimanche, un vote devant permettre de remplacer la charte de la transition et de revenir à l'ordre constitutionnel 4 ans après le coup d'État du général Mamadi Doumbouya. Mais un vote boycotté également par l'opposition, les bureaux de vote ont fermé et l'heure est à la compilation des résultats. Le reportage. L'heure est au décompte des voix dans certains bureaux de vote en Guinée, alors que 6,7 millions d'électeurs étaient attendus dans les urnes dimanche pour le référendum sur un projet de constitution. Le scrutin doit obtenir un taux de participation d'au moins 50% pour être adopté. Ce référendum constitue une étape clé dans la transition de la Guinée qui passerait d'un régime militaire dirigé par le général Mamadi Doumbouya à un régime civil. Le référendum a été organisé par la Direction générale des élections, un nouvel organe qui supervisera le décompte des voix et dont les 2 responsables ont été élus par le général Doumbouya. Certains détracteurs estiment qu'il s'agit d'un moyen pour lui, qui a pris le pouvoir par la force il y a 4 ans, de se porter candidat à la présidence et de légitimer son régime militaire. De nombreux partis politiques guinéens ont été dissous l'année dernière et les 3 principaux partis d'opposition ont été suspendus quelques semaines avant le référendum, ce qui les a empêchés d'organiser des rassemblements et de s'adresser à la population. L'opposition avait donc appelé à un boycott du scrutin. L'ancien président du Malawi, Peter Mutharika, a pris une avance rapide dans le scrutin présidentiel du 16 septembre selon des résultats provisoire publié ce dimanche par la commission électorale. Il affronte pour la 4e fois le président sortant, Lazarus Chakwera, selon la loi électorale. Un candidat doit dépasser la barre des 50% pour remporter l'élection dès le premier tour, faute de quoi un second tour sera organisé suivant. Au Malawi, l'ex-président Peter Mutharika est en tête des élections présidentielles du 16 septembre. Il aurait obtenu environ 51% des suffrages valides dans 9 des 36 conseils municipaux du pays, contre près de 39% pour le chef de l'État sortant Lazarus Chakwera, rapporte Reuters se basant sur les résultats publiés par la Commission électorale nationale. Pour être élu président au premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages valides. Autrement, une seconde manche est organisée. Peter Mutharika et Lazarus Chakwera s'affrontent pour la 4e fois dans un scrutin présidentiel au Malawi. Les défis socio-économiques sont au cœur de cette élection. L'économie du Malawi bat en effet de l'aile depuis l'élection il y a 5 ans de l'ancien pasteur Lazarus Chakwera âgé de 70 ans. Peter Mutharika, 85 ans, a dirigé le Malawi de 2014 à 2020. Riek Machar comparaît ce lundi aux côtés de 7 co-accusés des membres de son parti. Ils sont accusés d'avoir fomenté des attaques contre l'armée sud-soudanaise à Nassi dans le Haut-Nil au nord-est du pays en mars dernier. Ces attaques ont coûté la vie à un général de l'armée et à plus de 250 soldats loyaux au président Salva Kiir. Le reportage. Au Soudan du Sud, l'opposant Riek Machar comparaît devant le tribunal pour trahison. Le procès pénal de l'ex-vice-président sud-soudanais s'est ouvert lundi à Djouba, la capitale, aux côtés de 7 autres personnes, tous poursuivis pour meurtre, complot terrorisme, destruction de biens publics et d'équipements militaires et crimes contre l'humanité. Le procès est retransmis à la télévision nationale. Il s'agit de la première comparution publique de Riek Machar, assigné à résidence depuis mars. Le président Salva Kiir a suspendu Machar de ses fonctions de vice-président début septembre. Cette décision arrivait juste après que les autorités judiciaires ont déclaré que l'homme faisait l'objet de poursuites pénales pour son rôle présumé dans une attaque contre une garnison des troupes gouvernementales
au début de l'année. La défense soutient que Machar ne peut être poursuivi pénalement sans porter atteinte à l'esprit de l'accord de paix conclu en 2018, mettant fin à la guerre civile meurtrière qui a fait environ 400 000 victimes. Les avocats de la défense affirment que cet accord régit effectivement le Soudan du Sud, qui est au bord du retour de la guerre totale, alors que les forces gouvernementales combattent les groupes armés considérés comme fidèles à l'opposition. 10 États s'apprêtent à reconnaître un État de Palestine lors d'un sommet co-présidé par la France et l'Arabie saoudite ce lundi aux Nations Unies. L'avenir de la bande de Gaza, victime d'une nouvelle offensive israélienne, sera largement abordé cet après-midi. Cette semaine, à New York, les dirigeants du monde se réunissent pour la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques extrêmes, la France et l'Arabie saoudite organisent un sommet décisif. Il s'agit de rassembler la communauté internationale autour de la solution à 2 États, Israël et Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. À ce jour, 152 États membres de l'ONU reconnaissent officiellement l'État palestinien. Aujourd'hui, la France, accompagnée d'une dizaine d'autres pays, rejoindra ce concert de nations, inscrivant la Palestine parmi les États officiellement reconnus et excluant explicitement le Hamas de tout avenir politique. Cette démarche, saluée comme une victoire diplomatique majeure, est néanmoins rejetée par Israël et ses alliés américains qui dénoncent une initiative jugée dangereuse. Alors que Benjamin Netanyahou menace d'étendre la colonisation en Cisjordanie et que la guerre à Gaza s'intensifie, cette reconnaissance symbolise l'urgence d'une perspective politique pour les Palestiniens. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.